c'était en octobre 2023. Où, voilà, les remboursements des soins dentaires, hein, sachant que les soins dentaires, c'est à peu près les soins qui coûtent le plus cher. Donc, voilà, là, il y a, voilà, ça c'était en accord aussi avec les mutuelles. C'est devenu hyper cher, et en plus de ça, donc maintenant, les soins dentaires vont passer le remboursement des soins dentaires va passer de 70 à 60%. Entraînant de facto une hausse des prix de soins dentaires via la reste à charge pour le patient. Forcément. Donc c'est que des trucs comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous apprend ? Ça. Le prix des mutuelles a encore beaucoup augmenté cette année. Oui, les tarifs se sont envolés et ce sont les seniors, les plus âgés, évidemment, qui sont les plus touchés par ces augmentations qui dépassent parfois les 14%, hein, selon le comparateur meilleurassurance.com. Pour certains contrats qu'on dit renforcés, je vous donne un exemple, le tarif moyen national qui s'élevait à 2560 € l'an dernier est passé à 2871 €. Donc ça n'est pas une petite augmentation. Dans certains départements, la barre des 3000 € a même été franchie et c'est en Ile-de-France et près de la Méditerranée que les tarifs atteignent des records. Comment on explique une telle augmentation ? La principale explication, c'est d'abord la hausse des frais de santé. Hein. Tous les ans, il y a une hausse des frais de santé en France, mais les mutuelles ont aussi commencé à anticiper la crise économique. Hein. Il y a déjà une baisse des cotisations avec des salariés qui perdent leur emploi notamment. Et puis il y a autre chose qu'elles anticipent, les mutuelles, c'est l'instauration d'une taxe par le gouvernement, taxe qui sera d'1 milliard d'euros en 2021, puis de 500 millions en 2022. Enfin bref, là du coup, ils étaient en train de nous expliquer que oui, il va y avoir une hausse du prix, hein, des mutuelles. Et du coup, moi, je me suis dit, mais il y a un problème quand même. Parce qu'en fait, les mutuelles, déjà, on paye pour ça. Et en plus, on a aussi la sécu et tout ça, machin. Je me suis dit, en vrai, qui détermine le prix des médicaments, notamment ? Ça, c'était le premier élément de réflexion que j'ai eu. Donc, il y a le ministre de la Santé qui disait « une complémentaire santé qui augmente de 8 à 12%, ce n'est pas tenable, machin et tout ça. » Et du coup, justement, c'est ça je me suis dit « Mais attendez, il y a un souci quand même. Il y a un vrai problème. » Quand on regarde un petit peu, ça, c'est un article que j'ai chopé directement. C'est le gouvernement qui a publié ça. Pourquoi certains médicaments sont-ils remboursés et d'autres pas ? Si une entreprise pharmaceutique souhaite qu'un médicament soit remboursable par la sécurité sociale, elle dépose une demande. Donc en gros, vous voyez déjà, il faut que ça soit l'entreprise pharmaceutique qui fasse la demande. Hein. Donc après, il y a un examen, machin, par la commission, etc. On en reparlera plus tard. Si elle ne s'effectue pas de demande, le médicament ne pourra pas être remboursé. Si l'entreprise souhaite toutefois le commercialiser, elle est autorisée à le faire une fois l'autorisation de mise sur le marché obtenue. Le prix de médicament est alors fixé librement. Donc en gros, voilà, on nous explique tout simplement que au final, c'est les industriels, et ce n'est absolument pas du tout une surprise. Là, ce qu'ils nous expliquent là, en gros, c'est que du coup, c'est clairement les industriels qui fixent le prix des médicaments, et ensuite, il y a les autorités entre guillemets compétentes qui vont dire si oui ou non le médicament peut être en effet remboursé du coup par l'État. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qui sont les acteurs justement de qui décide ça. Donc j'ai regardé un petit peu, donc les acteurs, là vous voyez pas très bien, mais en gros, pour faire simple, ceux qui décident de la mise sur le marché et du remboursement des médicaments, c'est le ministre de la Santé. Hein. La décision finale d'inscription d'un médicament au remboursement relève de la compétence des ministres chargés de la Santé, donc le ministre de la Santé, et c'est publié sur aussi le journal officiel. Donc en gros, ce que j'ai fait aussi, c'est qui est le ministre de la Santé ? Et quel est son parcours ? Parce que on sait très bien que aujourd'hui, il s'agit de Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, qui a succédé notamment à François Braun. Ce mec-là, il faut savoir, donc bien sûr, nommé par rapport à Emmanuel Macron, machin et tout ça. Un autre problème, hein, c'est que cette personne-là, en fait, est mariée. Donc, j'ai absolument rien contre sa femme. Le problème, c'est que la femme du ministre de la Santé
bosse elle-même pour la Caisse nationale de l'assurance maladie. Donc en gros pour la sécurité sociale. En gros c'est la présidente aujourd'hui de ça. Donc elle est nommée en 2021, en mars 2021, nommée directrice déléguée à la gestion et à l'organisation des soins à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Et notamment, ce qui est bon à savoir, c'est qu'elle coordonne le programme d'Emmanuel Macron sur la santé, l'autonomie, la protection sociale et les retraites lors de la campagne présidentielle 2022. Mais non, il n'y a absolument pas de corruption, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Parce que il paraît qu'il y a la haute autorité de la transparence de la vie publique qui a dit que non. Non, tout va bien en fait, il n'y a pas de problème. C'est absolument scandaleux. Hein. C'est un truc dont j'avais parlé il y a quelques temps de ça aussi, sur une de mes vidéos, où il y avait très clairement le ministre de la Santé de l'époque, c'est-à-dire François Braun, qui disait qu'il allait faciliter en fait l'accès aux industriels pour faire en sorte qu'ils puissent avoir accès, enfin qu'ils puissent vendre leur médoc sans passer par tous ces putains d'organismes, qui sont finalement ultra chiants, enfin c'est que de la bureaucratie insupportable et tout ça. Et du coup, on va faciliter tout ça, mais comment on va faire ? Regardez bien. Vous annoncez aussi aux investisseurs étrangers l'expérimentation accès direct pour les médicaments innovants. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Je mets en place un certain nombre de mesures qui vont faciliter l'accès aux médicaments très innovants. Cet accès direct permet à un industriel que son médicament soit distribué avant même ce que l'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Mais dès lors que les scientifiques ont jugé que le médicament avait un bénéfice important pour les patients, nous avons maintenant une procédure qui permet de le mettre très vite sur le marché et à disposition des Français. Voilà. Donc en gros, le mec nous explique tout simplement que avant même qu'il y ait des tests, ils vont considérer que c'est bien pour la santé publique et du coup, on va pouvoir autoriser sans autre test que ça, de mettre sur le marché des médicaments. C'est pour ton pays, c'est pour la magie. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable de voir ça quand même. Et du coup, on se dit, en fait, maintenant, la politique, même de la santé, ce n'est que ça. C'est que pour l'argent. Ils en ont rien à foutre de la santé publique, c'est que pour l'argent. Parce qu'on va revenir du coup vite fait sur ce truc-là, du coup, pardon, le document que vous voyez pas très bien, parce qu'on nous parle aussi, voilà, la commission de transparence de la haute autorité de santé, donc c'est-à-dire la HAS. Alors, sa mission à la base, c'est d'évaluer, elle évalue les médicaments ayant obtenu leur autorisation de mise sur le marché. Lorsque le laboratoire qui les exploite souhaite obtenir leur inscription sur la liste des médicaments remboursables. Si les industriels veulent que leurs médicaments rentrent dans la liste des médicaments remboursables, c'est uniquement pour pouvoir les vendre. C'est tout. Parce que s'ils mettent vraiment au prix sur lequel ils veulent vendre leur médoc, c'est juste inaccessible. C'est pour ça qu'ils veulent que ça soit pris en compte et en charge par la sécurité sociale, pour que ça puisse être accessible à tout le monde, et qu'en fait, nous, on a l'impression que ça soit gratuit, alors qu'en vrai, ça coûte un bras à la société. Et il faut savoir aussi pourquoi, du coup, il y a ces prix-là qui sont mis sur les médicaments. Ensuite, donc la commission de transparence de la haute autorité de la santé, elle donne aussi un avis sur la prise en charge des médicaments par la sécurité sociale, et ou pour leur utilisation à l'hôpital. Un hôpital, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une grande maison pleine de malades, mais enfin pour le moment c'est pas le sujet. Ça aussi c'est très important. Contribue au bon usage du médicament en publiant une information scientifique indépendante sur les médicaments et leur place dans la stratégie thérapeutique. Comment ils vont faire avec la politique de François Braun dans la mesure où les mecs, ils vont pouvoir mettre en vente leurs médicaments avant même en fait qu'il y ait des accords comme ça qui soient donnés. C'est un délire. C'est un délire. Ce qui est dingue, c'est que les mecs nous parlent de la haute autorité de santé comme aussi un truc, une information scientifique indépendante. Alors ça, c'est absolument magique. C'est absolument magique. Parce que je vous jure qu'il n'y a pas pire, on peut pas nous prendre plus pour des cons que ça. C'est absolument dingue. Le HAS, haute autorité de santé, donc ça c'est pris d'un, je sais plus de quel article. En gros, ils disent, la haute autorité de santé est une autorité publique indépendante. Ok, retenez bien ce mot, indépendante, à caractère scientifique, dotée de la personnalité morale créée en 2004. Sa vocation est scientifique. C'est cela, oui.
Et sa gouvernance est notamment organisée autour d'un collège. Ce qu'il faut savoir, parce que en fait, le HAS, du coup, la Haute Autorité de Santé, il y a un collège qui est composé de 7 membres, qui est nommé par le président de la République. Les autres membres sont nommés par décret du président de la République, sur proposition. Et ça passe. Donc en gros, il y a le ministre de la Santé, sous décret du président de la République, qui propose des noms. Donc il y a le ministre de la Santé qui va proposer 3 personnes, le président du Sénat qui va en proposer 2, le président de l'Assemblée nationale qui va en proposer 1, et après le président du Conseil économique, social et environnemental, enfin ça on s'en fout un petit peu, je vous expliquerai un petit peu, mais voilà, qui en propose 1. C'est-à-dire en fait, regardez, ministre de la Santé, le mec il a une ultra-libérale. Rien à foutre de la santé, lui, tout ce qu'il voit c'est de la thune et il faut tout vendre au privé. Président du Sénat, LR, pareil. Président de l'Assemblée nationale, LREM, voilà. Président du Conseil, donc le CESE, je sais plus qui c'est exactement, mais voilà. C'est incroyable. Et exactement, c'est tout à fait ça, Loulou. En fait, tu te rends compte, dès que tu creuses un petit peu, il y a des potes de Macron partout, mais partout. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et ça, c'est juste la Haute Autorité de Santé. Hein ? On te parle juste de santé, en fait. De santé publique. Les mecs, ils vont te parler de pognon, en fait. Ils en ont rien à foutre de la santé. Ensuite, il y a aussi l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie. Dit une CAM. Enfin, après, ils arrêtent pas d'utiliser des petits trucs comme ça. C'est délirant, en fait. C'est juste pour pas nous faire comprendre les mots. Donc, c'est créé par la loi de réforme de l'assurance maladie en 2004. Défini par le champ prestations admises au remboursement, enfin c'est voilà, bref. Je vais vous montrer direct ce document, parce qu'en fait voilà, c'est encore une fois un truc bien de droite, hein, vous allez voir. Les unions régionales de caisses d'assurance maladie, donc c'est ce dont on parlait, ont été créées par ordonnance Juppé, qui nous fait croire que sa politique c'est vraiment l'intérêt général, la santé de tout, c'est très important, il en a rien à foutre, parce qu'en fait, son truc, en fait, ça consistait, il a créé l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et modifie le fonctionnement des URCAM. Une URCAM a été créée dans chaque région, associant les 3 régimes obligatoires. Voilà, après, donc, c'est ce qui a permis aussi, tu vois, avec, il y a des lois qui se sont passées, notamment en 2009, pour réformer l'hôpital, notamment, on pourra aussi reparler de... Voilà, c'était la T2A, donc qui a largement contribué à défoncer tout l'hôpital public. Donc la T2A, c'est quoi ? Vous allez voir. Tout est fait en fait pour le privé et pour qu'il y ait un maximum d'argent qui soit fait sur le dos de la sécurité sociale et aussi sur le dos des patients. Je sais que j'ai un exemple concret avec par exemple les bébés en maternité. Ils rapportent quand ils ont des difficultés. Donc exemple un accouchement physiologique comme on le fait à Guingamp. Sans complications, c'est 2006 €. Lorsqu'une femme a déjà eu des enfants, auxquels il faut ajouter 893 € si les nouveau-nés pèsent environ 3,3 kg. Précision qui a presque autant de tarifs que de naissance. Là c'est un exemple. Un accouchement de jumeaux considéré comme un risque, c'est 3654 € si la femme n'a jamais eu d'enfant et qu'elle accouche par césarienne sans complications. 1727 € pour le premier-né en bonne santé et qu'il pèse 2,2 kg. Et 4861 € si le second pèse 2 kg et qu'il a des problèmes cardiaques. Donc des fois on arrive à des aberrations sur des gens qui sont pas stables mais qu'on sort et qui rentrent 1 heure ou 2 heures après. C'est pas grave puisque ça va être une nouvelle hospitalisation, donc une nouvelle facturation et que ça sera intéressant pour l'hôpital. Mais tout... C'est ouf, hein. La tarification à l'acte, oui, c'est ça en fait. C'est juste ton séjour qui est facturé et en fait le but de l'hôpital est de faire en sorte que tu sois là le moins possible. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus notamment d'opérations où tu rentres le matin, tu ressors l'après-midi. Parce qu'en fait, ils estiment que derrière tu vas être pris en charge par des infirmiers libéraux ou etc. ou des trucs comme ça. Et c'est plus leur problème en fait. Comme la sécurité sociale va payer à l'acte du coup, ils ont tout intérêt à en faire un maximum. En fait, il y avait quelqu'un qui expliquait, je vous invite à voir, je sais plus comment il s'appelait, il était passé sur Blast pour expliquer notamment comment se passe la T2A. La logique générale, c'est que là, on met une contrainte budgétaire de type étatique, qu'a instauré Juppé en 96, et puis une logique commerciale avec la tarification d'activité. À un moment donné, ça ne tient pas, il faut savoir ce que vous voulez. C'est complètement aberrant en fait. L'hôpital public doit se rentabiliser sur la Sécu. Exactement.
Chaque année, les directeurs et avec les médecins font en sorte d'essayer de couler la sécu. Parce que c'est leur seul moyen de fonctionner, d'avoir de l'argent. Donc c'est de surfacturer, c'est de facturer gavé en fait tout le temps, parce que c'est la sécu derrière qui paye. Et en fait, les hôpitaux aujourd'hui, leur seul moyen de fonctionner et de rester en vie, c'est de piller littéralement la sécurité sociale. Et non, c'est ça. Comme tu dis, Loulou, juste pour des histoires de rentabilité, il y en a, ils vont jusqu'à la césarienne. C'est du délire. Chez les généralistes, oui, c'est tout à fait pareil. D'autant plus que chez les généralistes, en plus, il y a un espèce de lobby pharmaceutique où il y a toujours, ça existe toujours, des commerciaux qui viennent leur vendre leur médoc. Pour en revenir donc à ce qu'avait fait Juppé, avec l'URCAM en regroupant du coup tout ça pour faire en sorte que tout soit... que ça soit un millefeuille administratif et que finalement ça soit que, encore une fois, le bénéfice avant tout. Parce que voilà, les missions de l'URCAM, c'est d'abord définir une politique commune de gestion du risque, notamment dans le domaine des dépenses de soins des villes, et établir un programme régional commun actualisé chaque année. Donc les mecs, ils n'ont rien à foutre de la santé, tout ce qui les intéresse, c'est les dépenses de soins des villes. Après, promouvoir et évaluer les actions de coordination des soins et la mise en œuvre de bonnes pratiques pour les professionnels de santé et négocier et signer les accords prévus à cet effet. Donc ouais, ça c'est exactement le genre de trucs qui ont fait en sorte que la T2A a vu le jour. Mais en gros voilà, c'est que des conneries comme ça qui vont toujours dans le même sens. C'est absolument dingue quoi. C'est absolument dingue. Et après, pour finir, le dernier truc, donc voilà, je vous ai parlé donc les acteurs qui décident de tous les acteurs qui rentrent en ligne de compte pour faire en sorte qu'un médicament soit vendu ou pas en France. Donc je résume en gros, il y a le ministre de la Santé, la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé, l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie, donc l'UNCAM, ce qu'on vient de voir, et ensuite en dernier, il y a le comité économique des produits de santé, c'est-à-dire le CEPS. En gros, le comité économique des produits de santé contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Cet organisme interministériel créé en 2005 est placé sous l'égide du ministère de l'économie et des finances, donc sous Bruno Le Maire, du ministère des Affaires sociales et de la Santé et du ministère du redressement productif. Fixe les prix des médicaments et les tarifs des dispositifs médicaux à usage individuel pris en charge par l'assurance maladie obligatoire, donc par la sécurité sociale. Mais qu'est-ce donc finalement? Parce que vous avez vu un petit peu du coup les missions de ce genre de truc. En gros, on nous dit c'est eux qui décident concrètement du prix sur le marché et que c'est eux qui, entre guillemets, qui négocient avec les industriels pour fixer le prix du médicament et pour savoir à quel point la sécurité sociale va rembourser. En gros, c'est un petit peu ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir et qui compose notamment le CEPS. J'ai juste regardé les 2 premiers mecs. Donc, il y a le président Philippe Bouillou. J'ai juste son CV vite fait, là. Enfin, son CV, en gros, c'est une présentation qu'a fait le gouvernement. Donc, encore une fois, je sors pas ça de mon cul. C'est des trucs que j'ai été chopé, des trucs publics. Donc, aujourd'hui, le mec est président du comité économique des produits de santé, donc le CEPS. Mais avant, il bossait dans l'inspection générale des finances. Après, ambassade de France à Pékin. Avant ça, ambassade de France à Washington. Avant ça, commissariat général à l'investissement. Avant ça, inspection générale des finances. Donc rapporteur général de la commission Juppé. Donc déjà, tu te dis, oulala, il sort d'où lui? Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que ce mec, qu'est-ce qu'il fout dans la santé en fait? Ce mec-là, c'est juste un financier. Il en a rien à foutre, encore une fois, de la santé. Lui, ce qu'il va voir, c'est les tableaux Excel. Il va se dire, oh putain, attention les finances. Rien à foutre de la santé des gens. Mais vraiment. Et ensuite, il y a section du médicament, donc le vice-président, Jean-Patrick Sall. Jean-Patrick Sall, alors, vous pouvez voir Philippe Bouillou ou Jean-Patrick Sall, j'ai recherché sur internet, il n'y a rien sur eux. À part, il y a juste vite fait son CV à lui, mais on ne sait rien d'autre. Le mec, il est limite plus écrivain qu'autre chose. Et il y a Patrick Sall, ou je crois que c'est lui plutôt qui est écrivain plus qu'autre chose. Et ce mec-là, le seul truc que j'ai trouvé, c'est une interview qu'il avait fait, en fait, dans un journal par rapport à la médecine ou je sais plus trop quoi, où le journaliste lui demande comment faire baisser les prix du médicament. Il dit « Je ne connais qu'un moyen,
celui de refuser l'accès du produit ou sa prise en charge. C'est une discussion qui ne concerne pas seulement les tarificateurs, mais les sociétés dans son ensemble. Par ailleurs, nous ne retournons pas le coût de production dans la fixation des prix. Jusque dans les années 80, le prix du médicament reposait sur les coûts de revient industriel. Mais cela s'est révélé très inflationniste et surtout déconnecté de la valeur. À l'époque où la majorité des médicaments innovants ne sont plus produits dans l'Hexagone, la description précise d'un coût de production dans une économie mondialisée se révèle complexe. Depuis, on a retenu le principe d'une rémunération à la valeur. Nous n'avons aucune difficulté à envisager un prix élevé pour un traitement efficace, quelle que soit la facilité ou non à le produire. Je me garderai bien de faire des hypothèses sur la manière dont les Big Pharma construisent les prix. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Mais ils se foutent de nos gueules. Et c'est ce mec-là qui va décider de quel médicament pourra rentrer sur le marché ou non. En fait, il n'en a rien à foutre que le traitement soit efficace ou pas. Hein. Ou que le prix soit littéralement proportionné à l'efficacité du produit, il en a rien à foutre. Parce qu'après, la question qui suit, c'est l'opacité des négociations entre les industriels et le CEPS n'entretient-elle pas le flou sur les prix réels des médicaments? Qu'est-ce qu'il répond, lui? En fait, la réalité est plus complexe qu'opaque. Ça, c'est du Macron craché, quoi. Et c'est ces mecs-là qui gèrent la santé. À côté de ça, voilà, il y a des articles comme ça, enfin, c'est un petit truc de presse, vous allez voir. Ouh, c'est du grand délire. Ce sont de petits flacons qui peuvent valoir jusqu'à 100 000 € par an et par patient. Keytruda ou Opdivo, c'est leur nom, sont des traitements de nouvelle génération contre le cancer. Leur efficacité serait très élevée, mais le coût qu'ils font peser sur le système de santé pose question. En France, c'est le CEPS, Comité économique des produits de santé, qui est chargé de fixer le prix des médicaments. Mais les conditions de négociation sont opaques, au nom du respect du secret des affaires. Pour les associations d'usagers, il faut davantage de transparence, et notamment des représentants d'associations dans ce CEPS. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas des professionnels de santé, nous représentons exclusivement l'intérêt des citoyens et des malades, et on n'a pas d'autres choses à défendre, on n'a pas une usine à faire tourner, on n'a pas une administration à protéger, on n'a rien de tout ça, on a juste l'intérêt des patients, des usagers, des citoyens. C'est évidemment les laboratoires qui sont visés. Eux répondent qu'ils investissent rien qu'en France plus de 5 milliards d'euros par an dans la recherche et le développement de nouvelles molécules. Mais l'État, qui a la main sur le prix, pourrait imposer de nouvelles mesures. Les commissions pourraient être en effet plus... L'État qui a la main sur le prix, hein. Ils sont sérieux les mecs. À aucun moment, l'État a la main sur le prix des médicaments. C'est complètement faux. Enfin, vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu. Plus ouverte, d'abord aux spécialistes, aux chercheurs, à des personnalités comme le directeur d'institut. Enfin, il pourrait l'avoir. Il pourrait avoir la main sur les prix, mais il s'en branle en fait. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pas la santé la priorité. C'est pas ça. Curie, et puis ensuite aux usagers. C'est évident qu'à ce niveau-là, il faudrait plus de transparence, parce qu'il est facile de critiquer le prix d'un médicament, parce qu'on ne sait pas comment ce médicament a été fait, quelles ont été les recherches nécessaires, combien ont coûté ces recherches pour arriver à un médicament. Jouer sur la durée du brevet, pour l'instant fixé à 20 ans, est une piste pour tenter de faire baisser les prix. Un contrôle plus poussé des laboratoires est également réclamé par d'autres, qui rappellent que le marché des médicaments anticancéreux est évalué à 100 milliards d'euros par an dans le monde. 100 milliards d'euros par an. Et au final, quand tu regardes, t'as même pas besoin vraiment de chercher. Tu tapes juste les noms des mecs, ils sont méconnus au bataillon. Hein. Même Wikipédia, il n'y a rien dessus. Ils ont juste fait 2-3 apparitions, mais ils ont fait des dingueries. Et tu comprends très très rapidement la politique qu'ils ont derrière ça, quoi. À côté de ça, les mecs ils vont nous dire voilà, regardez, c'est absolument ouf, parce que y a un chiffre, enfin la sécurité sociale est en déficit de 8,8 milliards d'euros. Et ils estiment que d'ici 2024, ça va être à 11,2 milliards d'euros. Il devrait ensuite s'établir à 15,8 milliards d'euros en 2025, puis 17,5 milliards d'euros en 2026 et 17,9 milliards d'euros en 2027. Donc en gros, ils sont en train de nous expliquer tout simplement que la sécurité sociale court à la catastrophe. Parce qu'on est, en fait, on est casse-couille, on est malade. Du coup, on se soigne et on coûte de l'argent. Et on fait chier du coup. Hein? Parce que à vous soigner comme ça, vous coûtez à la société. Donc arrêtez d'être malade ou alors arrêtez de vous soigner.
Bien entendu, une nouvelle fois, nous avons ensemble constaté que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. C'est ce qu'on est en train de nous expliquer. Parce que bien sûr, hein, c'est toujours de notre faute à nous. C'est parce qu'on consomme trop de médicaments en France, hein, il paraît. C'est pas du tout parce que les gens s'en servent en fait. Hein. Ou peut-être aussi que les médecins ont tendance à donner énormément de médicaments parce que eux-mêmes ont tout intérêt à vendre des médicaments. Hein. Il faut savoir que les médecins continuent d'avoir des petits trucs, des petits cadeaux, des petits surplus de revenus selon leurs chiffres et ce qu'ils vendent en fait. Hein, parce que bon, quand ils prescrivent un médicament... Les cadeaux des laboratoires inciteraient les médecins à prescrire plus et plus cher. C'est ce que révèle une étude publiée par des chercheurs et des ingénieurs de l'Université de Rennes. Sur 41 000 médecins généralistes étudiés, 2/3 d'entre eux ont reçu au moins un avantage des firmes pharmaceutiques. Parce que voilà, je voulais continuer, parce qu'on nous dit oui, mais en même temps, regardez, c'est important, parce que créer des médicaments, ça coûte cher quand même aux industriels, il y a toute la recherche derrière et tout ça, Sauf que, là c'est en tout petit encore, je suis désolé, hein. Il y a en France qu'on appelle le crédit d'impôt. Alors vous allez me dire oui peut-être, mais normalement c'est disponible pour tout le monde en fait. Bah justement, il y a un petit article là, puis-je prétendre au crédit d'impôt recherche ? Le crédit d'impôt recherche concerne les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles. Elles doivent être soumises au régime réel d'imposition de droit ou sur option. Toutefois, certaines entreprises qui bénéficient d'une exonération d'imposition peuvent aussi prétendre à ce crédit d'impôt. Il s'agit notamment des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises qui créent des activités dans la zone franche urbaine, territoire entrepreneur, entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de développement prioritaire, entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser, dans les bassins urbains à dynamiser, dans les zones de restructuration de la défense ou dans la zone franche d'activité outre-mer. En gros, en vrai, pour avoir accès au crédit d'impôt recherche, soit il faut faire des trucs ce qu'ils vont appeler en fait les jeunes entreprises innovantes. En fait, c'est ce qu'ils appellent la French Tech, hein, vous savez, c'est toutes ces merdes là qui vont créer des applications pour tout et n'importe quoi. Ça ne crée absolument rien. Mais eux, ils vont être aidés. Ou alors, ça va être les gros industriels, les grosses structures commerciales ou les gros agriculteurs qui vont être aidés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, on peut se dire que ça peut être une bonne idée d'investir dans la recherche. C'est clair, c'est une super bonne idée. Mais il faut aussi contrôler et voir où va l'argent et ce qu'on en fait. Le truc, c'est qu'il y a des articles qui sont sortis où ils expliquent que le CIR, donc le crédit d'impôt à la recherche, c'est la niche fiscale la plus coûteuse pour les finances publiques. Le crédit d'impôt recherche, inscrit à 6,4 milliards d'euros dans le budget 2021, représente 65% des aides à l'innovation octroyées aux entreprises. Plus de 20 000 sociétés bénéficient de cet avantage qui compense leur effort en matière de recherche et développement. Pourtant, la question de l'efficacité de ce dispositif fiscal reste difficile à trancher. Bon, après, c'était un journal mainstream, hein, ils vont pas non plus dire que la politique de Macron est nulle à chier. Donc, il y a un nouveau rapport, ça s'appelle le Think Tank, rattaché à Matignon, publié ce mardi, estime que ce crédit d'impôt n'est pas un levier d'attractivité puissante pour notre pays. À la boulette. Non, c'est même une catastrophe, hein. Ça nous coûte 6,4 milliards d'euros. Parce qu'il y a tellement d'aides aussi pour ce genre d'entreprise, des aides, c'est subventionné énormément par l'État. Et en fait, il y a énormément de scandales. On voit non par rapport aussi à cet article-là. Le scandale de Sanofi, par exemple. Vous savez, notamment Sanofi qui a été extrêmement arrosé d'argent public pendant la crise du Covid-19 et on attend toujours le vaccin en fait. Hein. Et il n'y a pas que ça. Plus de 1 milliard d'euros d'aide publique en 10 ans. Voilà une évaluation de ce que le groupe Sanofi a engrangé ces dernières années via les crédits d'impôt recherche. Et ça, c'est juste à travers les impôts recherche. Hein. Selon France Inter, les syndicats viennent d'apprendre de leur direction que 400 emplois supplémentaires seront supprimés. Et oui, je sais pas si vous vous rappelez de ça, hein, en pleine période Covid où on demandait à Sanofi, on les arrosait d'argent public, il n'y a pas d'autre mot, pour qu'ils nous trouvent un putain de vaccin, les mecs en ont profité en fait pour licencier des gens. C'est pas une punition, hein. Soit une division par 2 des effectifs de la branche, donc on parle bien de la branche recherche et développement, depuis 2007, lorsque Sanofi France comptait encore 6000 personnes travaillant dans la recherche. C'est un délire.
C'est un délire. Alors que leur chiffre d'affaires a augmenté, machin et tout, on parlait de 9,48 milliards d'euros, une hausse de 5,7%. Et les mecs continuent, c'est bon, c'est pas grave, hein. On a du crédit d'impôt recherche, on prend gavé de thunes par rapport à la recherche, mais on va licencier les chercheurs. L'annonce de Sanofi n'est ni plus ni moins qu'un chantage. Ça, c'est ce que titrait entre guillemets Mediapart. Ce que Sanofi disait, c'est « Si vous n'enrichissez pas plus nos actionnaires à travers une augmentation de la contribution publique à la recherche, vous n'aurez rien. » Il doit être traité comme tel par les pouvoirs publics français. Ce chantage s'ajoute à celui déjà exercé ces dernières semaines par l'industrie pharmaceutique, exigeant une hausse des prix des médicaments, déjà exorbitants, notamment ceux pour lesquels ont lieu des pénuries. De façon mensongère, ils rendent les prix génériques responsables de rupture de stock et en profitent pour demander davantage d'aide publique afin de relocaliser la production et lutter contre les ruptures d'approvisionnement, dont la logique de profit est pourtant entièrement responsable. Sanofi veut plus d'aide publique mais refuse la transparence sur celle-ci. Les industriels des médicaments refusent la transparence sur la chaîne de production des médicaments et notamment sur l'argent public qu'ils perçoivent à différentes étapes et sous différentes formes, par exemple le crédit d'impôt recherche. Pour Sanofi, celui-ci s'élève à au moins 1,5 milliard sur 10 ans, alors que la firme a supprimé 2800 postes de chercheurs dans le même temps. C'est complètement dingue. Pour dire, hein, même là c'est un article TF1, même eux ils étaient choqués. Sanofi peut-il supprimer 400 postes alors qu'il bénéficie d'importantes aides publiques? Même TF1 était choqué. Hein. Mais c'est pour dire, à un moment donné, à quelle heure ils vont arrêter de nous prendre pour des gros cons?